Bonjour, alors nous sommes au festival Trolls et Légendes à Mons en Belgique. C'est l'équipe, nous sommes l'équipe Guerre et Plomb évidemment, et nous allons faire un petit tour des différents stands qui ornent ce festival. Il y a la littérature, il y a du cinéma, il y a de la bande dessinée, du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de figurines, du wargame, enfin il y a de tout. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est sur la photo? Est-ce que les grands sont sur la photo? On est là, on est là. Merci à tous. Oh. Allez, Drogane! Allez!
Ouais, bah c'est pour ça, je veux regarder si avec le coffre, peut-être la récupérer, et que ce soit dans le jeu. Là, sur la tête, sur le coffre. Il y avait un autre même que le transport peut être Ah, tu veux pas prendre de pouvoir là? Mais par contre, il faudrait qu'on s'inscrive, non? Des gros beaux blagues. Oui, des gros beaux blagues. Dans un vaisseau et on va justement se balader, rencontrer des rencontres extraterrestres, on va avoir différentes choses. Ici on va pouvoir jouer plusieurs membres d'équipage qui vont avoir chacun des aptitudes bien particulières. Donc là, vous avez... Ah bah il y a Tony déjà, voilà. Tony de Black Book Edition qu'on a l'habitude d'interviewer. Bon, ouais. Ça va Tony? Comment ça va? Ah bah, écoute, ça va bien, ça se passe bien.
Bah, écoute, ça se passe bien, on vient de commencer, Trolls et légendes, c'est toujours un grand plaisir d'être là, de retrouver le public belge. Et ce qui est cool vraiment, c'est que tu vois, les gens viennent, ils sont cosplayés, ils sont déguisés, ils sont hyper motivés, malgré le temps qui n'est pas terrible. Donc voilà, super de retrouver tout le monde. Ouais, c'est un temps de troll. Il fait un temps de troll, ouais, mais du coup, il paraît qu'il y a la cuvée des trolls qui est pas très loin, on va s'hydrater un peu plus tard, quoi. Alors qu'est-ce que tu nous présentes en fait de nouveau sur le stand? Alors bah écoute, par rapport à la dernière fois, on a deux grosses nouveautés qui sont arrivées. La première, elle est là, c'est les derniers suppléments pour Shadowrun. Ouais, je te le prends, ce sera plus simple. Hop là. Alors les derniers suppléments, c'était quoi ça? Les derniers suppléments pour Shadowrun. Le premier, c'est Shadowrun Anarchiste. On avait sorti il y a quelques années le livre de base des règles alternatives de Shadowrun dans la version Anarchy, qui est une version plus simple, plus narrative, pas narrativiste, hein, mais un peu plus narrative, un peu plus basée sur l'action des règles de Shadowrun. Et c'est une exclue de la VF, parce que les gens qui bossent sur Shadowrun en VF sont des gros passionnés. On a fait un supplément pour mettre dans un ouvrage tout ce qui n'est pas dans le livre de base. Shadowrun, c'est un univers qui est hyper riche en termes des espèces que tu peux jouer, de tout ce qui peut se passer dans la matrice, de tout ce que tu peux faire avec la magie, avec la technologie. Donc dans le livre de base, il y a toute la base et même un peu plus. Et pour toute la richesse de Shadowrun, on a créé Anarchiste, qui a tout ce qu'on ne pouvait pas mettre dans le livre de base. Donc dans la version classique de Shadowrun, qui est là, tu as le livre de base, et après tu as un bouquin pour les flingues, un bouquin pour la cybernétique, un bouquin pour la magie, un bouquin pour les bagnoles. Et ben dans Anarchy, tu as un supplément qui couvre tout ça en un seul bouquin, et il y a une campagne à la fin. Donc ça, c'est Anarchiste pour tous les fans du système Anarchy. Et on a deux autres suppléments qui sont arrivés. On a Vice Juste, donc c'est un supplément qui est Shadowrun 6e édition, mais que tu peux tout à fait utiliser avec Anarchy puisque c'est du lore et que c'est intercompatible entre les éditions. Vice Juste, c'est un bouquin avec des conseils pour les Shadowrunners par des Shadowrunners, donc sur comment mener une infiltration, comment mener une arnaque au long cours, comment mener un kidnapping, enfin tout un tas de choses sympathiques. Donc un bouquin de lore, et celui-là il est vraiment génial, c'est une exclue VF, mais c'est officiel, c'est La France des Ombres, donc c'est la France dans Shadowrun en 2080, avec des illustrations, attends, je vais te l'ouvrir, des illustrations qui sont entièrement réalisées par Benjamin Giletti, qui est l'illustrateur de la plupart des produits de la gamme, même en VO. Donc voilà, tu as pas toute la France, mais des grandes villes, des grandes régions françaises qui sont couvertes. Et également tout un tas de choses sympathiques, des scénarios. Et on a la carte de France qui est juste en bas là. Hop, je récupère ça. Voilà, comme ça tu peux voir à quoi ressemble la France dans Shadowrun en 2080. Et on est en Belgique, et tu vois d'ailleurs que la Belgique a explosé. La Wallonie a été rattachée à la France, la Flandre a été rattachée aux Pays-Bas, Bruxelles est indépendante, voilà. Donc ça c'est Shadowrun, c'est les dernières nouveautés. Hop, je te reprends ça. Alors je veux te poser une question, est-ce que tu pourrais considérer qu'Anarchy est une porte ouverte pour rentrer dans Shadowrun 6 ou pas? C'est évident parce que la base, merci de poser la question, en fait la base de règles de Shadowrun, que ce soit Anarchy ou que ce soit Shadowrun 6, c'est la même. Tu vas lancer des dés à 6 faces contre un seuil de réussite, et donc les 5 et les 6 sont des succès. Donc la base reste la même, mais c'est vrai qu'Anarchy est beaucoup plus épuré. Tu vas faire moins de jets, tu vas te poser moins de questions, en fait tu vas un peu plus te concentrer sur l'histoire. Et si tu as envie après de passer à quelque chose d'un peu plus dense en termes de simulation, effectivement c'est une bonne porte d'entrée vers Shadowrun 6, tout à fait. Après tu peux rester sur Anarchy aussi si tu préfères. Donc Shadowrun, et après on a l'autre grosse nouveauté qu'on a, c'est Kingmaker qui est par là-bas. Bon alors Kingmaker, c'est le rêve des virolistes. Voilà. Alors c'est le rêve des rôlistes qui veulent bâtir un empire, quoi, parce que Kingmaker, au départ c'est une campagne qui était en première édition de Pathfinder, qui était vraiment un monument de la première édition de Pathfinder. C'est une campagne où tu commences, t'es pas grand monde, enfin t'es personne, dans une zone qui est un peu éloignée de la zone où d'habitude tu joues dans Pathfinder, où il n'y a pas grand chose, et progressivement tu vas mener des aventures, chasser des bandits, et puis construire un royaume en fait. Tu vas bâtir un royaume à partir de rien, et donc c'est une grande campagne qui va te mener du niveau 1 à assez haut niveau.
Et derrière, en parallèle de ça, tu vas bâtir un domaine, bâtir un royaume. Et donc tu as carrément un carnet de bord de royaume. Et en fait, tu vas traiter le royaume un peu comme un personnage, avec des stats, avec des caractéristiques sur son développement, sa puissance militaire, sa diplomatie, etc. Donc c'est vraiment génial parce que tu as ces deux couches. Tu as une couche un peu tactique habituelle et jeu de rôle classique, et puis tu as une couche un peu plus stratégique avec cette histoire de royaume. Et Kingmaker, c'était aussi un jeu vidéo qui a été fait à partir de la première édition. Et donc dans cette deuxième édition, tu as, outre le livre de base, alors le livre principal de la campagne, ça je te le sors, tu vois la vache, je fais des muscles. Tu vois la taille de la bête, parce qu'en exclu dans la VF, on a rajouté je crois 70 pages, donc au final ça te fait un bouquin qui est massif, et on a rajouté toute une annexe sur les royaumes fluviaux, qui est la zone où ça se déroule. Donc tu as la campagne, et tu as le guide des compagnons, parce que comme je disais, Kingmaker, ça a aussi été un jeu vidéo, et dans le jeu vidéo, il y avait un ajout par rapport à la campagne d'origine qui était tout un tas de PNJ, de compagnons et de quêtes supplémentaires. Et bien elles sont là-dedans, et donc tu vas pouvoir en profiter dans cette deuxième édition de Kingmaker. Voilà. Donc il y a plein de choses. Il y a le livre, il y a le guide des compagnons, et hyper important, il y a aussi un autre ouvrage qui n'est pas là, mais qu'on a ici, qui est le Bestiaire 5e, qui va permettre de jouer en Pathfinder seconde édition et en 5e édition si vous êtes joueur de 5e ou de roll and play. Voilà, donc ça permet vraiment à plein de monde de profiter de cette super campagne. Voilà, ça c'est pour notre actualité récente, et puis après on a plein d'autres choses. Au niveau de Kingmaker, tout ça c'est dispo déjà, même en vente par correspondance, en boutique. Tout ce dont on vient de parler, c'est dispo en boutique, c'est sorti, c'est dispo sur le Black Book Shop en ligne. Il y a deux petites exceptions. On a France des Ombres qui est sorti donc hier dans le commerce. Vice Juste, dont on parlait tout à l'heure, il sort dans une semaine. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que tu diffuses, mais probablement ce sera dispo. Et Anarchiste qui est là, qui est en avant-première, ça sera dispo une semaine après. Donc voilà, tout ça début avril. Voilà. Et une petite question, au niveau des Adventure Pass, Pathfinder, vous allez continuer à en développer ou pas? Adventure Pass, ouais. D'ailleurs, là, le dernier projet qu'on a fait sur Pathfinder, c'est la version remaster des règles. Donc on a proposé ça au début de l'année. Et bientôt, d'ici, normalement avant la coupure estivale, on va vous proposer la suite de la base des règles de Pathfinder Remaster. Donc les traductions du Monster Core et du Player Core 2, qui sont le livre du joueur 2 et le livre des monstres. Et il y aura peut-être une surprise là-dessus en termes de campagne et de scénario jouable aussi. Tout à fait, donc on continue évidemment Pathfinder. Tony, merci pour tous ces renseignements, ces nouveautés. Hein. Pathfinder, faut avouer que j'aime beaucoup déjà au niveau de l'illustration, le design et tout, c'est superbe. Ce que fait Paizo, je trouve ça génial. Et la force de tout ça, c'est ce que tu disais, tu parlais des campagnes, c'est vraiment les campagnes clés en main avec des aventures que tu prends comme ça et que tu peux jouer tel quel, quoi. Et c'est disponible aussi, on peut jouer sur les virtual tabletop, etc. aussi. Hein. Alors tu peux jouer dessus, hein, tu peux utiliser les PDF. Après, il n'y a pas de module officiel qui soit proposé. Mais oui, il y a évidemment. Et d'ailleurs, il y a une convention qui s'est tenue à la mi-mars. Donc beaucoup de joueurs en ligne de Pathfinder qui jouent via du jeu en ligne, effectivement. Écoute, merci Tony, bonne chance à Black Book pour faire plein de ventes et puis on se reverra bientôt. Hein. À bientôt, ciao. Cette fois-ci on va passer chez Odonata. Bon, on a vu Florent tout à l'heure, mais là il y a Nurtor et Eric, deux des auteurs de Sapin Inca. Alors salut. Voilà, ça va. Je vais te passer le micro, hein, et si tu veux dire un petit mot ou deux sur Sapin Inca ou Eric, comme vous voulez. Voilà, allez. Bonjour. Je te laisse expliquer Sapin Inca. Allez, Sapin Inca, qu'est-ce que c'est? C'est une uchronie sur les Incas. Effectivement, les Espagnols ont bien débarqué au Pérou, au milieu de l'Empire Inca. Mais malheureusement, ça ne s'est pas prévu comme prévu. Ça ne s'est pas passé comme prévu, on va y arriver. Et effectivement, les dieux Incas sont là et ont pu aider les Incas à résister et à contraindre les Espagnols à rester dans des petites enclaves. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on joue? On joue des Amachaks qui sont des agents spéciaux de l'Inca
qui au nom de l'Empire défendent l'Empire justement contre en particulier les Espagnols, mais pas que. Il y a des soulèvements de certains peuples. Ils vont chercher aussi un peu d'anciens pouvoirs et d'anciennes reliques cachées et disparues pour le bien de l'Empire. Voilà, en gros, avec un système spécifique dédié, basé sur du déduit, et on utilise la numérologie Inca, puisqu'on a des succès que sur les 3, les 4, qui est explosif si on a les liens avec les dieux et les animaux tutélaires et le respect de la nature, si on est dans cette continuité-là, qui devient explosif, et le 7, voilà, qui sont un peu les symboles un peu des Incas. Les 3 pour les 3 mondes, le monde des dieux représenté par le condor, le puma qui représente le monde dans lequel vivent les hommes, et le serpent qui représente l'inframonde. Voilà, ça c'est pour le 3. Le 4 représente les 4 régions de l'Empire qui s'appelle le Tawantinsuyu et qui en quechua veut dire les 4 régions, les 4 coins du monde. Et enfin le 7 qui représente les 7 cités secrètes, centres de formation des Amachaks, dont bien sûr le Machu Picchu fait partie. Voilà, j'ai révélé un des secrets déjà. Voilà. Bah, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tu t'en sors bien. Oui. Je te remercie. Bon, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que Sapa Inca, c'est pas vraiment un jeu de fantasy classique, c'est un jeu qui a un gros aspect aussi encyclopédique et historique. On peut le préciser aussi, grâce aussi au travail d'Eric aussi qui a fait beaucoup de boulot dessus. C'est un jeu qui est aussi un côté pédagogique, on peut dire un petit peu. Alors, je pense qu'Eric le dira mieux que moi, mais oui, effectivement, il y a un côté très fort. On a voulu faire un jeu historique. Alors c'est une uchronie pour histoire d'être tranquille avec les puristes et les vrais historiens, puisqu'on a fait quand même quelques torsions, on va dire, à l'histoire, mais assez légères. Mais effectivement, on a voulu rester le plus près de l'histoire et de l'état d'esprit de ce qu'on a pu retrouver dans nos lectures. Et voilà, c'est un peu le but de Sapa Inca. Tu vas rajouter quelques mots, Eric, sur tes recherches ou sur... Je vais aborder l'aspect scénario. On profite, lorsqu'on trouve une petite légende intéressante, ça fait souvent un scénario pour les Amachaks. C'est ça, ouais, des petites légendes, des petits textes qu'on a trouvés aussi, des petites uchronies. Avec ça, on s'est régalé, en relisant des textes, on a trouvé aussi des petites histoires qui effectivement permettent d'en partant d'un fait historique, en le tordant un petit peu, d'en faire une vraie aventure pour nos Amachaks. Voilà. Bon, c'est disponible. Sapa Inca est disponible, on l'a attendu, il est arrivé, il est là, donc on le voit ici. Alors déjà, au niveau graphique, c'est magnifique, c'est super beau, c'est un super produit. On a l'habitude avec Odonata d'avoir des super produits, mais là c'est particulièrement joli. Ouais. Donc là, on a la feuille de personnage, et pour rester dans l'immersion, par exemple, on ne fait pas un test de force, mais on fait un test de puma. Voilà, donc pour bien rentrer dans le jeu et être le plus immersif possible, quoi. On a voulu aussi que même la mécanique accompagne les joueurs dans la découverte de cet univers, quoi. Faut pas être allergique aux poils de chat. Faut mieux éviter. Aux poils d'alpaga, je dirais. Voilà. Alors il y a le livre, il y a l'écran, il y a un livre de scénario, de mission, déjà disponible. Le livre de base qui inclut donc effectivement tout l'univers, la présentation de l'univers, 2 scénarios. On a ensuite le livre univers qui lui décrit un peu plus en profondeur les 4 régions et les provinces ainsi que les enclaves espagnoles, qui est aussi accompagné de 2 scénarios. Et on a ensuite un recueil de scénarios avec 9 aventures pour nos Amachaks, dont quelques-unes sont tirées d'un concours de synopsis qu'on avait fait pendant le financement participatif et qui ont été mis en texte et présentés dans ce recueil. Voilà. Plus, effectivement, l'écran qui est accompagné d'un livre du joueur, d'une aide de jeu pour le joueur, en fait, qui permet de remettre aux joueurs le livret sans prendre le risque qu'ils aillent jeter un œil à toute la magie ou au secret, par exemple. Donc là, ça a été un peu une vampirisation du kit d'initiation qu'on retrouve ici pour accompagner les joueurs. Voilà ce qui est aujourd'hui disponible. Et des jolies dés, et des jeux goodies, enfin des dés. Souvent dans Sapa Inca, il y a même une piste à dés. Exactement. Voilà. Alors ça ne sera peut-être pas le produit tout à fait définitif. Ce sont les épreuves. C'est pas le produit définitif, ce sont les épreuves que vous voyez, mais qui ressembleront fortement à ça, quoi. Voilà. Il y a un problème de taille là sur la piste de dés, elle est plus grande que ça, bien sûr. Mais voilà, c'était pour voir un peu la qualité et le type de produit qu'on nous proposait.
C'est le modèle majorette. Et on a aussi, bien sûr, comme on fait appel à Inti, on a des points d'Inti, donc Inti, le dieu soleil, qui vient aider nos Amachaks, puisque le jeu n'est pas très simple, puisqu'on n'a que 3 succès sur un déduit possible. On a effectivement des jetons qui permettront un peu de faire, dans certains cas, une relance partielle ou acheter un succès définitif, voilà, qui fait partie aussi de la mécanique de jeu. C'est un peu commun. Exactement, ce sont communs. Et d'ailleurs, si on ne s'en sert pas, on les garde pour la fin de l'aventure. Ça peut faire des points d'expérience pour développer son personnage en plus, quoi. Voilà. Écoutez, merci, bonne continuation. On va se revoir. On va faire un feuilletage dans pas longtemps de Sapinka. On termine la lecture, c'est voilà, c'est dense. Eh ben, on va continuer nos pérégrinations et on se verra plus tard. À bientôt. Bonjour. Ouais. Alors, l'auteur de Louis le Galou, voilà, qui est là, qui est aux éditions Léa. Alors, je vais te poser 2-3 questions si tu es disponible. Voilà. Alors, moi, je te connais depuis très longtemps, depuis les premiers pas que je travaillais à Sci-Fi Universe de Louis le Galou. On avait discuté souvent ensemble, etc. Tu m'avais fait découvrir ton arrière-pays un petit peu à travers les aventures de tes personnages. Donc, tu es chez Léa. Donc, chez Léa, évidemment, c'est un éditeur littéraire aussi. Mais peut-être que tu n'es pas que pour ça aussi, parce que c'est un éditeur de jeux de rôle aussi. Alors, est-ce qu'il y a des petites pistes de voir quelque chose à toi Eh bien, je dois avouer qu'on aurait bien un projet autour de la saga ici Terre, voilà, qui est une saga post-apocalyptique épique. Voilà, développer cet univers, parce que j'ai écrit plus de 500 pages de background et que ce serait quand même un petit peu dommage de ne pas les utiliser. Donc nous y réfléchissons aussi. Voilà. Et on est en train de réfléchir peut-être à un jeu de rôle tiré du Galou. Puisque voilà, la série quand même a ses aficionados depuis 20 ans qu'elle existe pratiquement maintenant. Et donc on s'est dit ça serait peut-être pas mal de développer un univers de jeu de rôle là-dedans, en fait, autour de cette histoire. Donc voilà. Mais toi à la base, est-ce que tu es rôliste ou pas? Oui, j'étais rôliste. Je suis tombé dans le jeu de rôle avec Stormbringer en version anglaise encore quand je devais être au lycée. Après, évidemment, l'appel de Cthulhu, parce que j'étais déjà un fan de Lovecraft depuis 12 ans. Quand il est sorti en français, je suis tombé dedans. Et puis, j'ai continué. Après, j'ai créé moi-même des jeux de rôle aussi, d'ailleurs, de certains livres que j'avais écrits. Et donc, j'ai toujours joué aux jeux de rôle, entre autres avec mon ami Lionel Marty, qui est auteur de bande dessinée. Et on a toujours, on jouait ensemble, on a continué. Alors évidemment, il y a eu une éclipse à un moment donné. Hein. Quand on a des enfants, des fois au début, c'est un peu compliqué. Puis après ça, c'est mon fils qui prend le relais et qui joue à son tour et qui me fait jouer aussi d'ailleurs. Jean-Luc, merci d'avoir répondu à nos quelques questions. Alors, au niveau de ton actualité littéraire, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, actuellement, je vais avoir là bientôt un livre qui va sortir par contre aux éditions Gulfstream en août, qui va s'appeler Héloïse, mousquetaire du roi, qui se passe à Versailles sous le règne de Louis XV, un peu fantastique avec un petit côté quand même rapport avec les légendes de par chez moi. Je suis en train de travailler actuellement pour un gros éditeur sur un scénario de bande dessinée. Donc avec justement mon ami Lionel Marty, qui devrait sortir d'ici 1 an ou 2 parce qu'il faut quand même le temps qu'il la dessine. Donc chez Urban Comics. Et j'ai quelques autres projets aussi dans mes cartons, dont un dont j'attends la lecture du monsieur qui est là. Voilà, donc j'ai pas mal. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc j'ai encore pas mal de choses dans mes cartons. Merci. Bon salon à toi. Hein, à bientôt. Voilà, il y a Philippe Tessier qui est dédicace pour Polaris aussi. Bonjour. Voilà. Alors Polaris, c'est un univers littéraire et un univers de jeux de rôle aussi bien connu, que ça fait quelques années que Philippe Tessier s'en occupe. Donc, on peut lui poser quelques petites questions? Oui. Alors, Polaris, c'est un univers sous-marin, ça se passe à peu près 1500 ans plus tard. L'humanité a dû migrer sous l'eau parce que la surface est devenue inhabitable pour plein de raisons. Et sous l'eau, ils ont reconstitué des empires qui, bien sûr, continuent à se faire la guerre, avec en toile de fond toute l'évolution de l'humanité qui a dû changer, qui a dû avoir des changements génétiques pour s'adapter. Et donc là, avec la série de bouquins, j'explore une période qui va se dérouler sur 1000 ans, qui va être depuis l'Exode jusqu'à le retour éventuel de l'humanité à la surface. Donc les bouquins, c'est une tranche temporelle plus large que celle de la dernière édition de Polaris. Oui, alors
Les premiers bouquins qui avaient été faits se passaient à l'année du jeu où on a 566. Et en fait, après chaque série de bouquins, on va faire un saut d'un siècle, puis après de 1000 ans. Donc pour faire à peu près un panorama complet de ce que je veux raconter. Et puis après, on verra. Au niveau du jeu de rôle, alors, est-ce que tu continues à refaire une autre édition? Alors, pour le jeu de rôle, donc là, en préparation, et il y a un des dessinateurs qui travaille là sur les 2 derniers suppléments de l'ancienne édition, donc la 3.1 en couleur. Donc c'est Grégoire Voléger, il est là-bas, il y a des trucs. Donc là, on est en train de préparer la sortie d'Hégémonie et de Ligue Rouge, qui sont 2 gros suppléments qui vont conclure cette édition, avec toutes les informations sur la période de jeu actuelle. Et après, avec BBE, donc, on est en train de commencer à réfléchir, enfin même activement, à la prochaine édition, donc qui se passera un siècle plus tard, qui va être en fait le prochain roman de Polaris se passe un siècle plus tard, donc je vais faire le raccord entre les deux. Et qui aura un autre moteur qui sera chroniqué qui sera sous chronique oubliée mais adapté, un peu comme ce qu'ils ont fait pour le supplément SF, etc. Et donc tout ça c'est en développement. Le temps que ça va prendre, je ne sais pas. Et à partir de là, normalement ce qui est prévu, bon ça peut encore évoluer, c'est qu'on ferait des livrets d'univers qui se déroulent dans les différentes périodes et avec des règles qui s'adaptent en fonction de la période, puisque c'est vraiment pas la même chose. Voilà. Donc voilà, c'est en train de redémarrer, hein, c'est en train de redémarrer. Mais... C'est le plus compliqué. Hein. Bah écoute, merci Philippe. Et bon salon, hein, et à bientôt. Ciao. Donc, vous allez pouvoir répondre à quelques questions. Hein, maintenant que vous avez réquisitionné. Hein, obligé. Hein, ouais, hein. Donc, voilà. Donc, je vais vous passer le micro, parce qu'en fait, ça sera mieux. Et si vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on ne vous a jamais interviewé sur des GP, on vous a souvent dit bonjour. J'ai fait peur. Non, souvent vous étiez occupé, c'est bon signe. Après, des fois, on est occupé au montage. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça, c'est l'univers de Star Marks. Donc, Star Marks, c'est du space opéra communiste, parodique, évidemment. Les communistes ont gagné la guerre des étoiles à coup de Coca-Cola et de films de propagande comme Harry Potter ou les films de Sylvester Stallone. Et donc, c'est un jeu de rôle... où on n'a pas de feuille de personne, on a des cartes du parti. On a des compétences comme social traître, prisonnier politique, goulag. C'est un jeu de rôle où on explique au maître de jeu qu'il ne connaît pas les règles. On triche constamment en essayant de corrompre le maître de jeu. Avec des scénarios qui peuvent se passer dans des gigantesques machines à laver extraterrestres dont le tambour est utilisé pour faire de la gravité comme un cylindre de O'Neill, mais une IA maléfique s'est introduite dans le système et lance un cycle essorage. On peut participer au Soviet Vision, on peut être un des héros du communisme et aller inaugurer sa statue de cire à Stalingrad 2, mais se rendre compte qu'il y a une pénurie de paraffine et que c'est les personnages eux-mêmes qui vont être enfermés derrière des vitrines. Voilà. Il y a des guides de voyage qui sont écrits comme des guides de voyage. On vous explique comment partir dans l'Union des républiques sidérales socialistes et soviétiques. Surtout comment partir. Et comment en revenir. Il y a le top 10 des goulags, il y a des jeux de rôle, et on a aussi de l'heroic fantasy un peu secoué, où on vous amène visiter les royaumes éparpillés. Youpi, c'est pas grave. Les royaumes éparpillés, donc ce sont des univers avec des îlots qui ont été collés là un peu au hasard, à se demander si c'est un dieu adepte du scrapbooking qui a fabriqué cet univers, ou un dieu un peu bêta qui s'est mis de la matière primordiale dans une narine. Et on vous amène voir différents îlots, comme je vais vous montrer un de mes préférés. J'aime beaucoup Nevergard, la cité qui n'a jamais... Là, vous avez le temple du mal alimentaire. Donc on a pris des standards de l'Heroic Fantasy, on les a pastichés. Et vous avez... Où est-ce que c'est? Nevergard, la cité qui n'a jamais résisté à l'envahisseur. Où on vous invite à prendre le Métronomicon, l'alliance de la nécromancie et des transports en commun. Par exemple, voilà... Lanverville, la cité de la diaspora orque, parce qu'à force de servir de chair à canon dans tous les scénarios, les orques ont décidé de s'en aller. Donc ils sont cachés dans une ville qui était à l'envers, abandonnée. Un dessin qui a donné un torticolis à notre dessinateur, Thierry Ségur. Voilà, il y a divers chroniqueurs, comme le terrible Glandulf, Gandalf, Merlouz, enfin le vieux à barbe blanche qui fait travailler des enfants sous prétexte d'une prophétie. À la fin, il s'est barré avec la caisse. Et on est obligé de faire illustrer par le stagiaire. Donc si vous regardez les dessins de la fin, ils ont pris un petit coup dans l'aile. Il dessine très voilà. bien, le stagiaire. Il était pas cher. Il y a des dessins, voilà, Lanverville, etc.
Voilà, ça c'est une gamme Star Marks qui a vécu un petit peu. Il y a au moins 40 scénarios disponibles sur le net, dont des bêtises comme des étiquettes pour faire du Red Bolsch, Productivity Drink avec de la vraie sueur de Stakhanov. Voilà. J'ai oublié des trucs? Continue à parler, tu monopolises de ton Je continue à parler, d'accord. Et là, il n'y en a plus beaucoup, hein. Il y aura bientôt plus d'édition 1, donc si vous voulez des collectors, il va falloir venir vous battre. Parce que bientôt la deuxième édition. Voilà. La deuxième édition, tu peux nous en parler? On va voir quoi de différent? On cherche encore. On va introduire des trucs qu'on avait mis, qui ont disparu au montage. Il y aura des cartes peut-être avec les icônes du communisme. Ouais. Mais on se demande sous quelle forme on va le faire. On est encore en train de se poser plein de questions. Alors, sûrement on va changer les scénarios. Et on a un supplément qui est prêt depuis un moment, donc on espère qu'il va sortir en même temps. Donc, ouais, non, mais moi j'ai rien à dire d'intéressant en fait. Hein. Donc, non, mais c'est toi qui dois parler. Hein. Donc on a un supplément qui s'appelle le Cosmocultor, qui est autour des concerts de musique clandestins. Voilà, parce que nos premiers héros dans les scénarios, c'était des icônes du communisme qui participaient au Soviet Vision, donc on peut les suivre à travers des concerts clandestins. C'est un supplément qu'on peut jouer en étant agent du KGB qui vient d'arrêter ces dangereux séditieux, fans de musique, avec des groupes comme les Nuns and Noses, ou les Porky-Shed, ou ACPC. C'est bien, tu as droit à une gommette. Tu as bien fait. Voilà. Je vous rends l'antenne. Merci. Voilà, j'allais le dire. Écoute, merci à vous deux pour représenter un peu Star Marks. C'est bien poilant en tout cas. Moi, je l'avais lu il y a longtemps, puisque ça date. Hein. Ouais. Et j'avais trouvé ça vraiment génial. Bonne continuation. Ouais. Bonjour, nous sommes avec Guillaume Tavernier. Bonjour. Célèbre pour ses cartes et ses donjons. C'est ça, ouais, voilà. Oui. Bon, tu es toujours à la tête des Architecturax. Exactement, la maison d'édition continue existe. Donc, c'est la première fois que tu viens sur Trolls et Légendes? Alors, sur Trolls et Légendes, c'est la 3e fois que je viens. Voilà, on est bien accueillis, le salon est très agréable, il y a du cosplay. Les Belges sont particulièrement accueillants. Enfin, donc voilà, c'est un vrai plaisir de venir et puis ça permet de revoir les copains, tout ça. Donc, 3e fois et à chaque fois ça se passe toujours très très bien. Donc des Architecturax continue. Absolument. Voilà, donc qu'est-ce que tu proposes là aux gens? Déjà, tu as une collection qui est déjà bien assise, qui est sortie. Ouais. Voilà. Et puis tu as quelques petites nouveautés à nous montrer. C'est ça, oui. En nouveauté, on a les âmes seules. Ouais. En fait, nos coffrets jeux qui ont 3 mois. Ils sont sortis un petit peu plus que 3 mois, je dis des bêtises, 3 ou 4 mois. Donc c'est des coffrets jeux, sont des livres solo. Ouais. Et là, les âmes seules, c'est une enquête policière, donc écrit par Gwalchmey. Et puis dessiné par Laurent Mini, et un petit peu moins, mais plus Laurent Mini. Il a beaucoup plus travaillé, c'est lui qui s'est occupé de tous les personnages, les lieux. Voilà, son style correspondait vraiment bien à cette ambiance lourde de l'enquête policière. Mon style est plus coloré, tout ça. Voilà, il fallait un autre dessinateur qui cadre bien avec l'ambiance, et Laurent Mini a fait un super travail. Gwalchmey à l'écriture, donc voilà, les âmes seules a particulièrement bien été accueillis dans les magasins et à la vente. On est très contents. Tout le monde loue la qualité d'écriture de Gwalchmey. Il y a un vrai truc, on lit un roman. On lit un roman en vivant cette enquête policière. Donc voilà, je conseille à tous les enquêteurs en herbe de tenter l'aventure. Alors c'est un jeu d'enquête classique dans sa construction, ou il y a quelques petites différences au niveau du gameplay? Ouais, il y a plein de petits points particuliers sur le gameplay. On est sur une enquête policière à jouer en solo ou à 2. On peut jouer à 2 assez facilement, au-delà où on est trop nombreux, mais à 2 ça marche encore parce que comme c'est une enquête policière, on fait les choix ensemble. Il y a des discussions, on va interroger tel personnage, mais non, il vaut mieux aller là. Donc voilà, il y a une interaction, à 2 ça fonctionne aussi. Le point de cette enquête, c'est que c'est une enquête policière qui se joue en 4 jours, et par jour on n'a que 5 actions à faire. Et une action, c'est interroger un suspect ou visiter un lieu. Et il y a une temporalité, ça veut dire que les lieux qu'on visite, suivant le jour où on y va, il ne se passera pas la même chose. Et donc tout ça est piloté avec
le plateau de jeu qu'on a mis en place, les indices qu'on va découvrir pendant notre enquête, les personnages qu'on va, qu'on va connaître, qu'on va rencontrer, qui sont là. Et ça, c'est notre petit centre de pilotage avec un petit marqueur pour les jours. Et on va faire notre enquête grâce à ce petit plateau. Le livre, classique. Renvoi de pages. Voilà, avec des paragraphes et des renvois de paragraphes. Et un livre d'entretien, c'est-à-dire que tous les suspects, on a le livre d'entretien et on peut aller les interroger. Voilà, chaque personnage a son entrée. On peut l'interroger sur des thèmes généraux de l'enquête, mais ensuite, suivant les indices qu'on a rencontrés, qu'on a trouvés pendant notre enquête, on peut aller l'interroger, par exemple, sur l'indice numéro 14. Je veux interroger Étienne Bonnet, et ben je vais au paragraphe 14, et là, ils me disent que lui sait sur cet indice-là. Et tous les personnages ont une entrée 14, et bien sûr, ils ne vont pas tous nous dire la même chose. Ça va se contredire, ça va... voilà. Mais c'est après à l'enquêteur de faire les bons choix, d'interroger les bonnes personnes. Donc voilà, on est sur une enquête policière avec un thème plutôt adulte. C'est du 14+, il ne faut pas jouer avec des enfants, parce que les thèmes qui sont abordés sont... Bon, voilà, c'est une enquête policière, une profanation de tombe, c'est tout de suite un peu pesant comme ambiance. Bien sûr. Mais voilà, ça se passe en 1920, dans le Jura, dans la neige, un petit village reclus dans les montagnes. Il y a une vraie ambiance très forte. Le travail de Laurent Migny est magnifique. Ah oui, il a vraiment réussi à... En fait, on est dans ce petit village du Haut-Doubs. Alors, pour la petite histoire, Laurent Migny est originaire de la région, alors que maintenant il vit en Bretagne. Et Gwalchmeil, l'auteur, a lui aussi passé une partie de sa vie dans le Haut-Doubs. Donc ils ont réussi à tous les deux à rendre cette ambiance. Voilà. Les gens qui sont de cette région et qui font l'enquête, dites-nous s'ils ont senti cette ambiance. Tu le trouves en boutique le jeu ? Tu le trouves en boutique de jeux de société, il est distribué par Néoludis. On le trouve partout en boutique de jeux de société. Et c'est voué à devenir une collection ? C'est voué à... Normalement, il y avait un deuxième coffret qui s'appelle Les Veilleurs, toujours sur le même format. Donc, on présente les livres, le petit coffret avec un petit tiroir ici qui nous permet de ranger les cartes. Et donc, Les Veilleurs est construit sur le même principe. C'est une histoire d'héroïque fantasy qui prend place dans Austerion, donc notre univers maison. Et j'ai tout vendu hier. Tant mieux. Tant mieux, ça a très bien marché. Tu nous en avais parlé d'ailleurs la dernière fois, tu nous avais montré quelques trucs. Peut-être que j'avais... Je sais plus si c'est la canne ou octogone, mais bref. J'avais dû montrer des petites choses. Donc voilà, il a très bien marché et là on en a d'autres en production. Parce que on aimerait développer cette gamme, on a plein d'autres idées. Plein d'autres ambiances, on va s'écarter un peu d'Austerion, on va continuer à développer Austerion à travers des livres dont vous êtes le héros. Mais voilà, là on est sur du 1920, on va aborder aussi d'autres thèmes, de la science-fiction, voilà, on va élargir un peu la cible. Et toujours, à chaque fois, avec des petits éléments particuliers de gameplay et des petits trucs de règles. Il n'y aura jamais un système de règles identique. On a plein d'idées, voilà. Mais ça, c'est les surprises à venir. Écoute, c'est chouette. Donc là, tu as tu vas avoir deux gammes différentes un petit peu dans le Architecture Art. Oui, c'est ça. On a cette gamme de livres-jeux. Alors qu'on veut clairement développer, c'est vraiment notre axe principal de développement sur les prochaines années. Et effectivement, on a les autres gammes classiques de jeux de rôle qu'on continue. On va continuer à en faire, on va continuer à faire des choses dessus. Sûrement sur d'autres formats, parce qu'on s'aperçoit que les cadres d'aventure, ça s'essouffle un petit peu. En fait, on est tous pareils, c'est que les gens ont Tala, les gens ont Longueville, ils n'ont même pas encore fini de jouer dedans, donc pourquoi acheter un nouveau cadre? C'est le problème de la pile de choses à lire et à faire jouer. Et comme nos journées font 24 heures... Alors ta passion de cartographe, comment tu l'as disons que tu l'as rassasié, parce que si tu veux, si vraiment ça s'allège un petit peu, là c'est complètement différent. Tu vas un peu te diversifier même au niveau professionnel, toi? Alors moi sur les livres-jeux, je vais continuer à illustrer des choses, il y aura toujours des plans. Je vais moins hésiter maintenant à travailler aussi avec d'autres illustrateurs, parce que y a des thèmes clairement que je ne vais pas pouvoir traiter, je sais pas, de la science-fiction par exemple. Voilà, je ne m'interdis plus d'aller avec d'autres illustrateurs pour développer la gamme de livres-jeux.
Moi, je continue à dessiner beaucoup pour d'autres éditeurs de jeux. Je travaille beaucoup dans le jeu de société, avec Studio H, Atalia, des éditeurs italiens, des éditeurs américains. Donc voilà, je continue à dessiner, je me diversifie un petit peu. Donc il y a toujours beaucoup de travail, mais je ne vais pas arrêter la cartographie. Hein. Les donjons en 3D, tout ça, c'est... c'est ton ADN. Ouais, c'est ce que j'aime faire. Hein. C'est là où je prends le plus de plaisir. Donc non, on a plein d'idées. On a d'ailleurs un Kickstarter qui va débuter là dans 3 mois, dans 2 ou 3 mois, pour les Américains, où je reprends tous les dessins qui sont sortis chez Architecture Art, que je compile dans un livre avec Géraud. Géraud, c'est celui, c'est le bras droit, quoi. Hein, c'est celui qui est un binôme, peut-être un binôme. Ouais, c'est ça. Et donc on a créé des textes et on a créé un livre et on va lancer ce projet sur Kickstarter dans 2 mois pour aller essayer de trouver le marché américain. Alors je me fais aider, je le fais pas tout seul. Parce que le marché américain est particulier. Donc je me fais aider de la crowdfunding agency et puis de Open Sesame Game. d'Hicham. Voilà, d'Hicham, exactement. C'est Hicham qui vient me filer un coup de main là-dessus et qui va chapeauter le marketing, les traductions. Voilà. Donc on espère que le financement va fonctionner. On espère parce que c'est important. Voilà, d'Architecture Art, j'aimerais lui faire passer un cap pour être un peu plus serein, développer la gamme de livres-jeux le plus sereinement possible. C'est vraiment l'idéal. Donc on y croit, ce projet. On y croit. Écoute, merci, bonne continuation. On va suivre tout ce que tu fais. C'est gentil, c'est gentil. Franchement, là, j'aime beaucoup, honnêtement. En plus, même si c'est complètement différent de ça, il y a quand même ça fait quand même penser à Architecture Art. Au niveau de, je sais pas, il y a quelque chose. Ah oui, c'est ça, il y a encore l'âme. C'est bon, on n'a pas perdu notre âme. Même au niveau des dessins, tu vois, mais c'est minime, mais il y a quelque chose. Il y a un truc. Merci, ça fait plaisir. À bientôt. Et merci beaucoup. Bon salon. Et bon salon. En Belgique, nous sommes avec Bastien à la Acritarche. Oui, c'est ça, exact. Monsieur Acritarche. Quelqu'un du cru Oui, je suis un régional de l'étape. Voilà, c'est ça. Donc, on le connaît pour tout ce que tu fais pour Dungeon World, etc. Est-ce que tu as de l'actualité à présenter aux amateurs de Dungeon World? Donc pour Dungeon World, on a le jeu du destin qui va avec Impitoyable Bourgade. Donc ici, c'est toujours le même concept que pour le premier jeu du destin. C'est donc des cartes qui sont des événements, des dangers, des découvertes qu'on va pouvoir présenter pendant la partie et qui permettent de créer un scénario on the fly ou d'amener des découvertes et des dangers en fonction de ce qu'on va trouver dans la ville qu'on va aller, puisque ici on est dans de l'urban fantasy avec Impitoyable Bourgade. Et donc sur chacune des cartes, la bonne vieille recette qui fonctionne à merveille, des impressions pour décrire la carte, une petite question pour impliquer les personnages avec la carte, et puis alors tous les détails qui permettent de faire jouer la carte et d'en faire un micro-scénario intéressant. Et donc ici en convention, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des scénarios sur le pouce, en tirant 3 cartes et en les mêlant, et on lance les joueurs là-dessus, ça marche du tonnerre, et donc c'est vraiment un outil d'inspiration lors des parties de fantasy urbaine pour le jeu du destin 2, voilà, exactement. Donc c'est vraiment, c'est pour Dungeon World à la base, mais donc vu que c'est des déclencheurs d'intrigues, etc., des accroches en fait. Oui, c'est ça. Ça peut être utilisé pour n'importe quel jeu de rôle. Alors ça peut être utilisé pour n'importe quel jeu de rôle de fantasy urbaine, dans ce cas-ci, et en effet, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Et donc l'idée, c'est que sur la carte, on a aussi des enjeux qui vont... C'est la question, l'enjeu narratif qu'on va essayer auquel on va essayer de répondre de manière à vraiment amener quelque chose d'intéressant. Et donc comparé à des tables aléatoires qui sont généralement l'important de mon core business, ici on a des choses qui sont plus thématiques, un peu plus fouillées. Et donc on est sûr vraiment d'amener de la qualité sur son jeu sur le jeu de rôle, quoi. Voilà, sur la partie qu'on est en train de jouer. Donc ils se suffisent à eux-mêmes, un paquet suffit à lui-même, il y a des boosters, il y a quoi? Alors le paquet se suffit à lui-même, donc le paquet c'est 104 cartes, et avec ces 104 cartes, si on choisit 3 cartes, en fait on a plus d'1 million de scénarios disponibles on the fly, comme ça, lors de sa partie. Et même si on est dans une campagne et qu'à un moment donné, les joueurs se déplacent ou vont dans un quartier de la ville qu'on ne connaît pas, hop, on tire une carte, on regarde ce qui se passe, et on peut l'introduire comme ça et avoir un petit élément qui va permettre de meubler une petite heure de jeu sans problème et qui est facilement adaptable à une campagne en cours. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment à combiner, ça se combine parfaitement avec Impitoyable Bourgade. Alors, tu as vraiment calculé pour que... Ah oui, bien sûr. Puisque dans Impitoyable Bourgade, par exemple, on va avoir
des tables pour créer des quartiers, pour créer des factions, créer des PNJ. Et donc nous ici, on a la même chose, mais un peu plus fouillé. Et donc on peut très bien à un moment donné dire, ah ben tiens, je suis dans un quartier, mais j'ai besoin d'un PNJ dans mon quartier, ou eh ben, hop, on va sortir un PNJ qu'on va placer dans le quartier. Ou alors on va vouloir avoir un site, eh ben hop, je prends un site et je le place dans mon quartier. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, il y a des petits indices ici, des petites icônes qui permettent de dire, ah ben tiens, cette carte, elle va m'être utile de cette manière-là. Le ton général, c'est ça, avec les marqueurs, etc. Et donc, en 2 minutes, on a trouvé une carte adéquate à placer à ces joueurs. Donc, tu as un lexique avec des icônes qui te permettent de savoir à quoi ça correspond. Voilà, elles sont là. Et alors, le lexique avec les icônes, tu fais bien de poser la question, est-ce que je l'ai ici? Oui, je l'ai ici. Voilà. Ça va, merci Nicolas. Donc voilà, on a le lexique ici avec toutes les icônes qu'on peut retrouver sur les cartes. Hein. Et donc sur chaque carte, il y a 4 de ces icônes qui permettent de savoir, eh bien, est-ce qu'on est plutôt dans une petite ville, un petit bourgade, ou est-ce que la carte est plus adaptée à une petite ville ou une grande ville. Donc c'est toujours une carte qui est adaptée à une toute petite ville, c'est facile de la remettre dans une grande ville, dans une grande localité. Évidemment, les cartes qui sont adaptées à des plus grandes villes, c'est plus difficile d'aller les mettre dans le village local. Quoique, on est des rôlistes, on sait qu'on est capable de s'adapter. Ouais, d'accord. Écoute, Bastien, merci pour ça. Donc là, maintenant, tu as Terre Sauvage, un peu bourgade, tu as les campagnes, tu as les villes, tu vas aller où? C'est la mer. Mais voilà, c'est peut-être la prochaine idée, c'est de se dire qu'on va faire la même chose, mais pour du voyage dans les airs et sur les mers. Alors, voilà, c'est une idée qui traîne, mais il faut le temps de réaliser tout ça. C'est un peu plus dirigé vers toi. Qu'est-ce qui te passionne tant dans Dungeon World, par exemple? Alors moi, ce qui me passionne, une de mes grandes marottes en tant que game designer, c'est le haut potentiel ludique. C'est-à-dire d'amener au maître de jeu un maximum d'éléments de jeu, narratifs et ou ludiques, dans un minimum de mots, et un maximum d'accessibilité. C'est pour ça qu'on a choisi le format de carte, c'est super accessible. T'en as en main, tu regardes vite, hop, ah oui, celle-là, j'utiliserai bien. Et donc c'est ça l'idée. Parce que quand on a un bouquin de 300 pages et qu'on doit chercher une information dans un bouquin de 300 pages, on avait perdu 2, 5, 10 minutes, suivant comment on maîtrise le bouquin. Tandis que ici, on n'a pas besoin de chercher ça. Hein, on prend 3 cartes, oh ben il y en a une qui va, boum, on est parti. Et donc voilà, ça c'est le haut potentiel ludique. D'accord. Voilà. Okay. Ah bah écoute, merci. C'était ton actu là voilà. Ça c'est la dernière actu, bon avec Horrifique mais qui est déjà sorti l'année dernière, ça tu en avais déjà parlé exactement. Et qui a très bien marché. Qui marche assez bien, ça c'est sûr. Et puis alors là maintenant avec Horrifique, avec Frédéric Guesquer, l'auteur, on a mis en place des démos en 1 heure. Donc on arrive à faire jouer une petite partie de Horrifique, mais en 1 heure, mais qui permet de voir toutes les mécaniques de jeu et qui permet de se faire vraiment une idée du potentiel du jeu et de tout ce merveilleux matériel nécessaire à une partie de jeu avec Horrifique. Mon matos ici. Faut dire que c'est un jeu qui peut surprendre au premier abord d'un rôliste. Alors, les vieux rôlistes, ça va les surprendre. Mais par contre, avec des jeunes qui n'ont pas d'imagination, ça marche du tonnerre. Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait vraiment on a eu une volonté à la fois de pédagogie par rapport au livret de règles. Et puis alors, la grande force de Horrifique, c'est qu'une fois qu'on a compris les règles, qu'on a lu le livret de règles, on n'en a plus besoin. On n'en a besoin que du matériel pour jouer. Et on a une rejouabilité qui est infinie, quoi. Si on prend Fred et moi, nous deux, on a plus de 150 parties de Horrifique. On n'a jamais joué 2 fois la même aventure. Voilà. Très bien, merci. Je t'en prie. Bah écoute, bon salon. Oui, toi aussi, hein, bonne déambulation. Voilà. Et à une prochaine. Hein. Au milieu des trolls. À bientôt. Exactement. Ciao. Nous sommes sur le stand de Pattern Recog édition. Nous sommes au festival Trolls et Légendes à Mons en Belgique. C'est ça. Et voilà. Et tu n'es pas belge, mais tu es là. Je suis pas belge, non. non, je suis loin de chez moi. Non, bon, c'est tout frais, tout chaud. Justement, on est venu te voir pour ça. Tu as reçu Arc. J'ai reçu Arc vendredi dernier, juste avant de monter. On a vu. Il est là, voilà. Alors, Arc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Arc? Alors, Arc, c'est un jeu de rôle philippin. Déjà, ça vient d'une autre culture, de notre pays. Et en fait, c'est simple, la situation de base, c'est quoi? C'est qu'on va jouer contre l'horloge de l'Apocalypse. La fameuse horloge de l'Apocalypse qui a été créée dans les années 50 par des scientifiques, là, suite à à la détonation nucléaire. Et en fait, le maître de jeu va mettre en place une apocalypse et il va mettre en place des présages. On préconise en tout cas pour les premiers scénarios de faire 3 présages.
Et les joueurs vont agir sur les causes et les conséquences de ces présages pour faire reculer cette fameuse horloge et éviter l'apocalypse. Voilà. Reculer, mais pas annuler. Pas forcément annuler. Pas forcément et puis le jeu offre une ouverture d'univers infini, puisque en fait le jeu a été écrit low fantasy, mais il est pensé il peut servir pour plusieurs univers. D'accord. Et pour plusieurs types d'apocalypse. Car l'apocalypse peut prendre plusieurs visages. Ouais. Notamment, ça peut être un apocalypse local, une île, une tribu qui vit sur une île au fin fond de l'Océanie, qui est confrontée à son premier vaisseau conquistador. Ça va être son apocalypse pour cette civilisation-là. Ça peut être une apocalypse à un niveau plus planétaire, des choses comme ça, avec des guerres. Mais on va pouvoir trouver plein de choses. Donc, mais est-ce que c'est un univers que tu pourrais dire pessimiste ou on peut trouver des notes d'optimisme à l'intérieur? Ah non, c'est super optimiste. Alors, c'est ça qu'il y a de bien. Ils n'ont pas la même vision que nous de l'apocalypse, où nous, judéo-chrétiens, c'est souvent sujet à destruction. Et ça. Non, eux, il peut y avoir aussi une qualité de renouveau, dans le vrai sens étymologique en fait, d'apocalypse. Hein, donc, on perd quelque chose, mais on va vers quelque chose d'autre. Donc on va pouvoir jouer également, si on en a envie, sur cet aspect-là. Donc c'est un jeu extrêmement poétique. Bon, si on gratte, il y a un petit peu d'acidité derrière et il y a des moyens de faire des trucs, mais c'est pas un jeu fataliste, pessimiste ou suicidez-vous, le peuple est mort, quoi. Non, on peut pouvoir faire plein de choses avec, quoi. Donc c'est ça qui est assez de bien. Donc là-dedans, tu as quoi? Tu as les règles, tu as le système de jeu? Ouais, il y a les règles, système de jeu. On a une présentation de un accompagnement pour bien mener une partie et un accompagnement justement pour bien préparer les apocalypses, les présages, les différentes approches, puisque il y a 3 caractéristiques principales qui sont ce qu'on appelle des approches. Tu as l'approche t'as l'approche créative, volontaire, et j'ai perdu la dernière, c'est prudente. Et suivant le conflit que tu vas rencontrer, et suivant ce que tu vas utiliser, si tu utilises l'astuce, enfin si tu as ton côté prudent, si tu rencontres un troll, tu vas rajouter ton modificateur que tu auras mis lors de ta création de personnage. D'accord. Ça se joue avec un D6, avec un seuil de réussite. Si tu fais moins, tu as réussi. C'est vraiment terrible. Et est-ce que tu as fait des démos ici ou pas? Alors là, ici, j'ai pas fait de démo, mais j'ai fait un playtest. Donc, et ça génère quelle ambiance autour de la table à peu près? Alors j'ai envie de dire que ça va dépendre de tes joueurs, mais on a généré une petite ambiance. Il y avait 3 joueurs et ça a généré une ambiance. Au début, c'est parti un petit peu sans trop savoir où c'est que ça allait, puisque c'était quelque chose par rapport à une pénurie de poissons dans une tribu à côté sur la côte. Et on n'avait pas trop compris le premier présage, donc déjà quand tu commences à pas comprendre le premier présage, il en reste plus que 2. Donc déjà on s'est un peu fait taper sur les doigts par notre déesse tutélaire, donc, qui a bien fait comprendre que c'était ça. Donc ça a créé une ambiance un petit peu justement de course vers le dénouement, mais en même temps vers l'éviter, ce fameux dénouement. Qui plus est, le jeu est timé en fait. Là aussi on préconise dès le départ de faire une partie de 3 heures et faire un présage par heure, avec un vrai chrono. Ce qui fait que si tu as ton augure qui t'a donné un présage, et puis si au bout d'1 heure, mais même au bout d'1 heure de temps réel, t'as pas trouvé, et on passe au second présage. Tant pis quoi, enfin si t'as pas résolu, soit comme je disais, la cause ou la conséquence donc, du truc. Donc c'est bien foutu. Et puis là, donc voilà, on a. Ça c'est un tout en un, hein. Ouais, c'est un tout en un. Ouais. Nous on aime bien. On aime bien faire les tout en un, donc c'est vraiment un petit truc qu'on essaye de faire. Ça veut pas dire qu'il y a des gammes qui vont pas avoir un suivi, mais en tout cas avec le livre de base, ça suffit à lui-même, tu peux jouer. En version originale, il a développé ça ou non? Alors il y a des trucs derrière qu'elle a écrit, Momatos. C'est une autrice vachement prolifique. Et donc là on va voir ce qu'elle propose derrière. D'accord. Et ça c'est la couverture exclusive pour la France. Puisque pour chaque édition, elle fait, elle fait une couverture. Ah, c'est elle qui illustre ouais. Donc là, ça, c'est la couverture exclusive pour la France. Donc on est assez content parce que ça claque. Quoi. Donc là, tu as reçu ça, les pledgers vont recevoir leur... Oui, là, je rentre, je suis en déplacement pendant 15 jours. Mi-avril, ils vont partir. Là, donc, et donc après, il sera disponible à l'achat en boutique en VPC. C'est ça, c'est ça. Comme tes autres produits. Ouais, voilà, c'est ça. Distribué toujours dans les boutiques SP. Et donc là-dessus, ils nous trouveront toujours. Donc il n'y aura pas de souci. Donc vous continuez à explorer un petit peu les univers rôlistes intermondialistes. Parallèles et altermondialistes et un peu à le voir à droite à gauche. On a encore quelques petites surprises qui arrivent. Des jeux de rôle qui sont vraiment typiques et qui font vraiment votre image de marque, je trouve. C'est ça. Puis qui ont leur place et qui offrent une autre vision du truc. Donc
Moi j'aime bien, même si j'aime un petit peu moins, mais j'ai beaucoup joué à plein de grosses licences. Même si maintenant j'aime plus trop le jeu en campagne. Mais moi typiquement je le conseille à ceux qui aiment les jeux en campagne. Si un soir t'as pas tous tes potes qui sont là, tiens, un soir on se fait un petit one shot. One shot ça veut pas dire forcément faire mourir ses personnages et faire n'importe quoi autour de la table, mais avoir une autre expérience ludique. Et ça, voilà, nos jeux ils s'y prêtent énormément quoi. C'est ce qu'on veut faire quoi. C'est ce qu'on aime. Vous êtes sur d'autres pistes en ce moment Ouais, on a des pistes, déjà, on fait, alors c'est pas un secret, mais déjà, on fait Majestic 12 là, qui commence le 8 avril. Il y a la campagne bientôt. C'est sa première création française chez nous, en tout cas. Première création française. On a aussi une coédition avec Dead Crows pour le Roi en jaune. C'est vrai, vous êtes avec le Roi en jaune. Ouais, on a le Roi en jaune. Ça ne m'étonne pas du tout que. Ça tombe bien parce qu'on s'entend bien avec Stéphane. Coucou Stéphane. Et donc du coup, il nous a proposé, il nous a dit ce que ça vous dit, donc bien sûr. Et d'une pour apprendre de leur part parce que ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils sont là, ils sont plus gros que nous, ils sont plus balèzes que nous, donc ils sont là à nous apprendre beaucoup de choses. Et puis, du coup, ça nous accompagne. Le Roi en jaune, ça colle vraiment avec le label. Ouais, c'est ça. J'ai lu la version originale il y a. Elle est belle. Ça colle avec la belle. Le critique il est super beau, enfin le coffret je veux dire, parce qu'il y a 4 livres. Donc très beau. Il est super beau, donc on va voir ça. On a First the Game, un jeu de rôle italien là, qui va arriver aussi un petit peu dans une mouvance à la Alice is Missing. Sur un thème beaucoup plus grave, par contre celui-là beaucoup plus. Ça se passe en 1942 à Berlin. Un hybride alors. Ouais, un hybride. D'accord. Un hybride où les joueurs vont à un moment, les personnages vont se réfugier dans le grenier, et les joueurs autour de la table vont se bander les yeux. Et on va jouer avec une bande audio. Donc, mais ça va demander, ça demande un gros travail de développement, surtout d'accompagnement. Et on va essayer d'en faire un outil pédagogique pour les écoles. Et je vais rentrer en contact avec, je suis rentré en contact avec le mémorial de la Shoah et qui vont me mettre en relation avec des musées de la résistance du ministère des Armées françaises pour essayer de faire un outil pédagogique par rapport à cette thématique qui est assez lourde. Qui nous tient à cœur. C'est bien. Ouais, toujours pareil, des petits ovnis. Ouais, des ovnis, puis en peu de temps, vous allez quand même développer votre univers. Ouais, parce que mine de rien, on attaque notre 3e année et on a 6 bouquins. Donc, je me dis que c'est pas mal. Donc, certes, avec le dernier avec du retard, enfin les 2 derniers avec du retard, donc ça, on s'en excuse encore, mais je me flagellerai jusqu'à la fin, je pense. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal quand même. Moi, ce que j'avais dit, justement, j'avais discuté, j'avais discuté avec Hubert Tafon et j'avais dit, vous me faites penser à John Doll au début. Ah ouais, il était super content. C'est un sacré compliment. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça vraiment, tu vois, la même démarche, la même façon de voir les choses. C'est clair qu'on y pense aussi, puisque j'ai toujours aimé ce qu'il faisait, beaucoup ce qu'il faisait, surtout pareil au démarrage. Donc, c'est vrai que c'est un peu un truc qui nous tient à cœur, quoi. On essaye de faire des choses. On propose, on n'impose pas, on propose. Donc, des rêveurs au milieu de monde de licence. Mais j'aime bien les licences aussi. Moi aussi. J'en ai partout, donc il n'y a pas de souci. Mais il en faut aussi des. C'est l'ouverture un petit peu. Le vœu pieux, ce serait vraiment d'emmener vers, de montrer aux gens, je suis content que mes copains, enfin mes gros copains, mes éditeurs, tout ça et tout, ils font des trucs qui cartonnent. Je suis super content, mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait une petite émulsion vers des jeux un petit peu moins connus, puis changer un peu sa façon de jouer en fait, j'ai envie de dire. Un petit peu, justement, comme je disais, on joue en campagne pendant tout le temps. Le jour où il en manque 2 de ta campagne, au lieu de pas jouer, fais un autre petit jeu, fais un petit jeu, fais un one shot, va voir ailleurs. Les Anglais sont extrêmement comme ça, ils aiment beaucoup ça, les Anglais. Donc, on aimerait bien avoir cette petite force d'impact pour pouvoir proposer des trucs one shot qui se lisent vite, système facile. Tu fais ton perso au creux d'une table et tu pars jouer quoi. Et les émotions et l'aventure est tout aussi bien que sur un truc qui fait 350 balles. C'est une autre proposition. C'est ça, c'est une autre propos, exactement. Donc, voilà, le vœu pieux de Paterne Ricoy. Ça en fait. Écoute, merci. De rien, merci à vous, c'est toujours un plaisir. On va s'y attaler parce que on va dire ça. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Allez, salut les gars. Ciao.